Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance de recevoir Tikapo, qui est très connu dans la communauté Elrond et maintenant Multiverse X. Donc Tikapo, j'ai le plaisir d'accueillir Tikapo aujourd'hui, qui va passer du temps pour nous présenter ses projets, sa vision de la crypto. Et voilà, j'ai pas mal de questions à lui poser. Il est fondateur de SKV Agency et Sensei Protocol. Donc d'abord, Tikapo, comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, merci du coup de me recevoir aujourd'hui. Eh bien écoute, ça va super, malgré un petit peu de sang sur le Mordor aujourd'hui, on se trouve vraiment pas mal, ça va, on tient le coup. Oui, parce que quand on tourne cet épisode, effectivement, il y a les déboires de FTX qui sont en cours et effectivement, il y a du sang sur le marché là. Donc les portefeuilles chutent pas mal pour la plupart des gens. Mais voilà, on va s'en sortir comme d'habitude. Alors pour commencer, Tikapo, peux-tu nous faire un rappel de ton parcours et Yes. comment ta passion crypto-blockchain est arrivée dans ton quotidien ? Allez, ça part. Et ben du coup, si je prends le parcours à partir du moment où je me suis intéressé à la blockchain, je dirais que ça remontera à 2013 où je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était donc proof of work. Donc j'ai miné énormément de petits tokens à droite à gauche et après je me suis mis à miner du Bitcoin quand c'était encore possible avec des configurations que je montais avec une de mes anciennes boîtes avec des PC gamers et aux alentours de donc j'ai fait ça pendant un moment de 2013 jusqu'à 2018, début 2019. Et après, là, je suis tombé justement sur le white paper donc d'Elrond. Et je me suis dit, c'est un truc qui est hyper sexy, mais les mecs sont ultra ambitieux. Et pour rappel, dans ces eaux-là, on avait énormément de white paper et de roadmap qui étaient annoncés, mais personne les tenait. C'était uniquement du déclaratif, mais il y avait rien de concret derrière. Et puis, je me suis rendu compte que c'est des gars qui avaient les moyens et qui étaient en mesure de délivrer et de chiller leur roadmap, quoi. Donc, je me suis intéressé très tôt au projet. Donc, je suis un early investor. J'ai participé à toutes les étapes de la Battle of Node jusqu'à maintenant. Et voilà, je suis un ultra convaincu là-dessus. Et j'ai commencé donc à build 2-3 projets. Donc, je pense qu'on en parlera un petit peu après avec SKV et Sensei Ecosystem. Mais initialement, donc je commençais à build SKV quand je pense qu'il y a un projet que vous connaissez très très bien avec Hugo qui est venu me voir, donc Hugo Manteau de Coat, pour l'aider du coup dans la réalisation de son projet. Donc je l'ai rejoint en tant que project manager sur Coat, qui a donné voilà ce que vous connaissez maintenant avec les bornes qui commencent à pousser un petit peu partout, énormément de belles choses à venir. Et en fait, c'est une journée incroyable. Franchement, c'est un écosystème qui permet de réaliser des choses folles et on ne s'ennuie jamais. Et je partirai juste sur le fait que 2020, fin 2020, début 2021, j'ai un de mes capos qui s'appelle Dagnir et Kevin Lallemand aussi qui m'ont poussé à faire des vidéos parce que j'aimais bien justement éduquer les gens à faire des articles Medium et compagnie. Ils m'ont dit non, fais des vidéos pour expliquer. Et j'ai fait des vidéos. On a créé une petite communauté qui s'appelle la Tik Army. Et voilà, depuis, on fait des petits lives d'1 heure et demie. On fait des vidéos sur des petits cafés, sur des petits points pour essayer de vulgariser un petit peu la tech et la vision produit. Et voilà, à peu près le petit parcours crypto. Ouais, je vais repartir du début, là, quand tu avais ton expérience avec Skyflyer, si je dis pas de bêtises, Ouais, qui est une boutique de matériel informatique pour lequel que tu gérais. Et exactement. c'est du coup ce qui t'a mis les rails sur le minage, j'ai bien compris. Tout à fait. Comment tu as vécu ça? C'est la première fois que tu t'es mis à miner, c'était du Bitcoin. Et à quel moment tu t'es dit, là, finalement, c'est plus possible de miner? Et quel serait le conseil? Alors, évidemment, actuellement, miner du Bitcoin en France, c'est clairement pas rentable. Je pense que tu vas me confirmer ça. Mais voilà, est-ce que tu peux nous faire ton petit retour entre l'excitation du moment où tu as commencé à miner je sais pas, tes premiers Bitcoins ou du moins tes fractions de Bitcoin Ouais. et comment petit à petit tu t'es rendu compte que c'était de moins en moins rentable et que tu as arrêté et puis peut-être que maintenant tu mines mais sur d'autres cryptos. Je sais pas comment tu as géré tout ça.
Alors du coup, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'avais ce magasin, je faisais vraiment que des PC gamers. Donc j'avais des PC qui étaient des machines de guerre, c'était des configurations SLI, pour ceux qui ne savent pas, avec plusieurs cartes graphiques. Et il y avait réellement qu'un jeu à cette époque qui nécessitait tout ça, qui s'appelait Crysis. Mais il n'y avait pas énormément de monde qui jouait à ce jeu-là. Donc je me disais, comment est-ce que je peux utiliser toute la puissance de cette bécane, mais autrement que dans un jeu. Et c'est là où j'ai découvert donc des petits scripts en shell qui permettait de pouvoir miner du Bitcoin. Donc, j'en avais entendu parler sur des forums, c'était un petit peu obscur, on ne savait pas qui y avait derrière ou ce qu'on pouvait faire avec. Et puis, à l'époque, c'était pas non plus pricé de fou. Et je me suis dit, OK, on va tester. Donc, j'ai lancé un script de minage, je me suis créé un wallet et j'ai laissé tourner ça. Et puis, j'arrivais à obtenir du coup des fractions de Bitcoin. Je crois que c'était de l'ordre de 0,2 par jour à peu près à l'époque. Donc, c'était quand même énorme, hein, parce que si ça regarde maintenant, c'est fou. Et j'ai encore une autre anecdote là-dessus qui va en faire rigoler plus d'un, mais voilà. Et je me suis dit, OK, donc là, il y a quand même quelque chose à faire. Sauf que je me suis rendu compte que en laissant tourner donc le PC 24/24, bah forcément, même pour l'époque, la facture d'électricité augmentait parce que c'était ce qu'on appelle en IDLE, donc en full puissance. Et au fur et à mesure, donc le halving passait, et il était de plus en plus compliqué d'en miner. Et c'est là où je me suis dit, OK, donc il y a un truc qui est intéressant qui s'appelle le proof of work. Donc, j'ai accentué toutes mes recherches là-dessus, à savoir quel type d'algorithme on avait dans ces écosystèmes et quels coins on pouvait miner, des coins intéressants. Et au-delà du fait de me dire sur l'aspect spéculatif, je peux avoir tant de coins par jour avec ma configuration, je diguais sur les projets à savoir quelle était la vision. Et du coup, si la vision me plaisait, j'allais miner des coins et je faisais des stratégies pour après échanger ces coins sur des actifs un peu plus intéressants comme le Bitcoin ou l'Ether à l'époque. Et c'était assez fou parce que avec les cartes graphiques, je m'amusais à faire un petit peu des trafics en disant bah là j'ai des Nvidia, c'est top, là je vais changer d'algorithme, je vais passer sur AMD, et ça faisait kiffer le geek que je suis. Donc voilà, c'était assez incroyable comme époque de pouvoir miner avec des cartes graphiques. Une époque bien révolue maintenant. C'était Tu avais des journées bien occupées du coup. exact. Ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'effectivement, tu avais beau gagner 0,2 BTC peut-être, par jour, mais à l'époque, ça valait quasiment rien. Donc c'était dur de se projeter sur, ces 0,2, prochainement, ils vaudront des milliers d'euros. Donc forcément, on soit on les gaspillait, soit on faisait un peu n'importe quoi avec à l'époque. Mais en Tout tout à cas, fait. c'est cool d'avoir ce retour d'expérience de binage. Moi, j'en ai pas fait personnellement, et quand je suis arrivé, bah, ça valait plus le coup. Donc Mhm. voilà, faut aller dans d'autres pays pour vraiment se lancer. C'est un peu Effectivement. compliqué, quoi. Vaut mieux, voilà, écouter ce que Tikapo nous dit. Alors, tu es le CEO, donc le fondateur de SKV Agency et Sensei Protocol. C'est Mais ça. quand je suis allé sur les deux sites internet, aucun n'est vraiment lancé. Mhm. Mais ça précise que c'est pour bientôt. Donc, un peu de patience. Mais peux-tu nous en dire plus un peu sur ces deux entreprises et qu'est-ce qu'elles vont permettre de faire plus tard? Allez, alors on va vous dire quelques trucs sans trop leaker non plus. SKV, en fait, c'est un studio digital 3.0, donc avec un gros focus sur la partie donc Web3, blockchain, et on va être en mesure d'accompagner des entreprises de l'idéation à la rédaction de tokenomics, white paper, réalisation de smart contracts et gestion de communauté. À savoir que avec les associés que j'ai sur le projet, on est déjà bien connu dans les écosystèmes et on a bossé sur et on bosse encore dans les, on va dire, top projet de la blockchain Elrond actuellement. L'idée, c'est de ne pas se lancer tout de suite parce qu'on a encore deux, trois choses à réaliser, dont un POC qui sera à venir, qu'on lancera et on révélera après derrière que c'est SKV qui est dessus. Mais voilà, je ne vais pas trop leak là-dessus. Mais en gros, voilà, c'est une grosse agence de strat digital, de développement Web3. Voilà, les visages sont déjà bien connus dans l'écosystème Elrond à l'heure actuelle. Super cool. Et du coup, pour Sensei Protocol? Alors, Sensei, c'est la suite logique. Parce que, encore une fois, si on reprend le storytelling de Tikapo qui fait des lives, fait des vidéos pour informer et disrupter, pour offrir de la connaissance au plus grand nombre, et ben en fait, Sensei, ça va exactement dans le même sens. Dans le sens où on se dit que avec le Covid, il y a énormément de personnes qui étaient, je sais pas moi, serveurs ou commis qui ont envie de faire autre chose, qui n'ont plus envie de faire ces jobs-là et qui se sont dit, bah, OK, bah, comment je vais faire? J'ai envie de devenir développeur. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, je choisis une formation de développeur. Je vais me taper des annonces ou des gens qui vont chiller des formations, mais rien ne me dit que concrètement, à la sortie de ces formations, je vais être en mesure d'être employable, opérationnel, ou je ne vais pas me faire rug à payer une formation 2K via des mécaniques qu'on connaît bien en France du type CPF et ne rien recevoir en retour. Comment est-ce que je fais pour sécuriser justement ces échanges? En fait, c'est tout le but du premier produit qu'on va réaliser avec ces écosystèmes, qui est le Sensei Temple,
qui est disponible. On a un MVP qui fonctionne actuellement sur Elrond que vous pouvez tester. C'est disponible dans ma bio sur Twitter. L'idée, c'est de sécuriser l'échange de connaissances sur la blockchain. Comment? Avec tout un tas de techniques qu'on va avoir actuellement, sans trop spoiler, mais voilà, il y a des smart contracts qui vont permettre de faire l'arbitrage entre le mentor et du coup ce qu'on appelle le nakama, donc la personne qui veut apprendre de nouvelles compétences. On va avoir une notation qui va être pondérée sur la blockchain de façon à être immuable et faire en sorte qu'on ne puisse pas manipuler les avis un peu à la TripAdvisor ou à la Trustpilot. Et tout ça, donc même si on se prend des rafales de bots, il sera impossible en fait de venir nuancer une note de Sensei parce que tous les profils doivent être qualifiés, avoir un certain niveau en réalisant des quêtes. Et un bot ne peut pas toutes les faire. Et derrière, il y aura aussi ce qu'on appelle le Soulbound Token, qui sera une technologie qui va être utilisée, qui sera un peu une sorte de passeport numérique qui retracera les qualités, les suivis de formation professionnelle de l'apprenant à travers la plateforme. Si vous voulez, ça va devenir un nouveau layer de l'économie de la connaissance demain, quand vous chercherez une formation, quand vous chercherez un associé, quand vous cherchez une proof authority sur un formateur, que ce soit dans le e-commerce, le Web3 ou autre, vous passerez par Sensei Protocol pour être sûr d'avoir la bonne vision, le bon avis et la bonne formation au bon moment. Waouh! Bah, écoute, du coup, ça veut dire que quelqu'un qui sort, par exemple, d'une école ou qui veut vraiment se lancer dans le Web3, il peut Ouais, d'abord passer par, Sensei, bon, je vais dire écosystème, tout à fait. avec cette notion d'apprentissage, un peu décentralisée, nouvelle version, Tout à super fait. intéressante et après il est accompagné par SKV Agency, du coup, Tout à pour fait. mettre en place les OK, d'accord Tout à fait. et du coup, il y a enfin, je me rends pas compte, mais il y a déjà donc, un certain nombre de membres qui est avec toi dans les équipes pour, bosser là-dessus? Vous êtes déjà une petite équipe? Oui, on est actuellement donc 5 associés dans le projet, chacun avec son domaine de base. Donc moi, c'est tout l'aspect blockchain, Web3, communautaire. J'ai mon head of product qui est donc justement sur toute l'idéation du projet, et j'ai aussi donc un CTO qu'on a donc au board, un directeur marketing avec un réseau surpuissant qui fera qu'on aura certainement des annonces bientôt, mais je vais pas me la faire, je vais pas leaker, d'accord? Mais qui va nous faire des deals de fou, et un directeur commercial aussi du feu de Dieu, qui nous ramènera aussi des îles très très sympathiques. Et il faut vraiment voir ça comme c'est une sorte d'agrégateur parce que tu as bien fait de parler des universités. Demain, on pourrait avoir des partenariats avec des universités qui émettent des formations disponibles sur le Sensei Temple et on pourrait avoir un diplôme au format NFT dédié à cette université dans le Sensei Temple. Donc ça va très très loin. Le champ des applicatifs est oufissime. Encore une fois, c'est très dur de paliquer parce que on fait très très vite, mais voilà, on build très très sale derrière, il faut le savoir. Il y a plein de choses là, je sens qu'il y a plein de choses, mais OK, ne dis rien, chaque chose en son temps. C'est En tout ça, cas, ça pique ma curiosité et très bien. vous avez quand même j'imagine quand même une affinité particulière pour tout l'écosystème Elrond, donc Multiverse X, mais Mm. est-ce que vous vous adressez aussi du coup à d'autres chaînes et que ça va s'ouvrir sur, entre guillemets, ce qu'on appelle un chaîne agnostique? Est-ce que vous allez Exactement. vraiment vous adresser à tout écosystème venant de partout? Exactement. L'idée, en fait, c'est d'être build sur Multiversex, mais c'est absolument pas à être fermé aux autres chains. Le but, c'est de rester interopérable. L'idée, c'est de continuer à proposer Maillard comme outil d'onboarding. Pourquoi? Parce qu'on va aider Elrond dans son adoption aux milliards d'utilisateurs. Et si tu te rappelles, vu que tu étais au XDay, Benjamin a dit que le multiverse et le métaverse allaient passer par une adoption qui commencerait par l'éducation. C'est pas pour rien. Et nous, quand il parle de tout ça, ça nous fait sens. Et même sur la roadmap produit qu'on a faite jusqu'à maintenant, qui n'est pas encore reveal, il y a deux, trois choses où on ne voulait pas aller qui nous permettent maintenant de se dire, OK, il y a une vision, il y a quelque chose à aller chercher. Donc, c'est oufissime. Là, on est vraiment très content. Bah, écoute, ouais, je pense qu'il y a plein de choses à faire et c'est cool que, bah, chacun mette sa pierre à l'édifice. Moi, avec mes petits bras, j'essaie aussi de diffuser un peu de contenu là-dessus, pas que Bien, pareil, pas que sur Elrond, mais aussi sur d'autres chaînes qui arrivent et qui sont aussi, intéressantes. tout à Mais, fait. bravo en tout cas pour la démarche et puis j'ai hâte de voir, ce que ça va donner. Alors, tu as une chaîne YouTube, tu as une chaîne Ouais, Twitch. Est-ce que tout tu à peux fait. nous en dire plus un peu sur les intérêts respectifs? Pourquoi tu as un peu les 2 et Mhm. quel type de public, et quel message tu véhicules à travers chacune des 2 chaînes? Bien sûr. Alors, de toute façon, quelles que soient les deux chaînes, le but est toujours pareil.
disrupter, vulgariser et onboarder un maximum d'utilisateurs. Alors, dit comme ça fait très sectaire et compagnie, mais ce n'est pas l'idée. Parce que derrière le Web3, ça reste une technologie qui peut s'avérer très compliquée pour un novice, un néophyte. Et l'idée, c'est de rendre ça très accessible à travers des démos de produits ou de la vulgarisation de contenu pédagogique. Sur YouTube, c'est vachement plus axé sur la personne qui se pose des questions, qui a entendu Elrond avec des mots-clés au Multiverse X, ou même les développeurs, parce que je fais différents types de contenus, à la fois ce que j'appelle le petit café, qui est un petit récap des dernières actus des projets. Bon, là, je suis un petit peu à la bourre, j'avoue, il faut que je m'y remette. Les TPEL, donc on va faire le dernier là, qui sera un récap du Multiverse X, du XD, qui était un format d'1 heure et demie, où c'était un peu un open mic avec la communauté. Des gens pouvaient monter en vocal, on discutait, et vraiment, je répondais à la volée aux questions du chat, où n'importe qui pouvait venir poser sa question, et pendant 1 heure et demie, on déballe. Ça aide aussi à rassurer, à faire comprendre, et à donner une écoute justement à la communauté qu'elle n'avait peut-être pas spécialement au départ quand j'ai lancé tout ça. Et sur Twitch, eh ben, c'est vachement plus interactif justement pour ce côté live. C'est pour ça que YouTube, j'ai vraiment laissé du contenu éducatif avec des tutos, par exemple. Et sur Twitch, bah, c'est le côté TPEL très très live où on peut interagir en direct avec la communauté. OK, bah, ça a du sens effectivement. Carrément. Bravo en tout cas pour tout le contenu que tu fais. Comment Merci. vois-tu comment vois-tu le marché des crypto-monnaies évoluer dans les prochaines années? Alors, c'est une très bonne question, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui, là, avec le petit bif FTX et Binance. Je pense que ça redistribue pas mal de cartes. C'est-à-dire que demain, qu'est-ce qui va émerger? Est-ce qu'on va avoir un super Binance en position dominante sans réel gros concurrent effectif? Parce que FTX était celui qui lui tirait plus la bourre. Et dans le game des sexes, donc SEX, on se dit, est-ce qu'il nous faut vraiment une super plateforme qui détient un monopole, sachant que, et je le répéterai jamais assez, et je pense que tu le fais bien aussi, c'est la règle première du not your key, not your found. Ne laissez pas justement tous vos cryptos là-dessus, laissez au pire 10%, mais ayez vraiment 80 ou 90% dans du wallet non custodial, hein, des ledgers ou des choses comme ça, voire même Maillard, parce que s'il arrive quelque chose demain à Binance, dans les différents États où ils sont régulés, même s'ils font les choses bien, ils sont PSAN en France, ils ont la régulation à Milan, à Dubaï et tout le bordel, c'est pas un problème, mais demain, il peut se passer n'importe quoi. Et s'ils se font taper dessus, quid de ce qui va arriver aux personnes qui focusent uniquement les sexes? Qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Ils sont extrêmement mainstream, ils ont une très bonne communication, ils essaient d'être corporate très régul, mais ça peut être aussi le talon d'Achille en fait de la cryptosphère de demain. Ce que je me dis, c'est que au-delà de Binance et de la SpaceX, on va vraiment arriver sur un nouveau pivot parce que je nous sens comme en 99-2000 à l'ère d'avant l'Internet d'aujourd'hui, où on est en train de faire notre transition du Minitel à la DSL, parce que c'est un peu les balbutiements, et l'aspect métaverse qui arrive, c'est la fibre, le VDSL et la fibre qui arrivent. Le problème, c'est que on a 56 milliards de définitions de métaverse aujourd'hui. Et tu peux parler ça à 5 personnes, il y en a qui vont dire, et comme moi, le premier, un métaverse, ça existe depuis très longtemps. On a eu la chance de voir au XD le fondateur de Second Life, mais pour moi, c'est un World of Warcraft. World of Warcraft est un métaverse. Plusieurs joueurs sur un serveur qui se réunissent et qui peuvent échanger des messages et de la voix en instantané sur Internet. C'est un métaverse. Par contre, quelle version du métaverse est-ce que tu veux? Est-ce que demain, les business vont être en mesure de créer leur propre métaverse? Moi, je vais faire un petit parallèle rapide avec Sensei qui dit que demain, on ne se fait pas un métaverse sur l'économie de la connaissance et qu'on est un métaverse spécifié et dédié au learn to earn et devenir un master dans cette typologie de business. Demain, ça va créer en fait le champ des possibles est vraiment énorme, sachant qu'en plus à la réunion au XD, je dis la réunion, ça y est, on part en mode Kumaya, au XD, on a vu qu'on allait avoir, donc c'est un petit peu d'Ecos, mais un système de parachain qui allait arriver sur Elrond et des oracles. Ce qui veut dire que demain, des entreprises en B2B vont être en mesure de créer une mini blockchain sur Elrond et de construire un produit SaaS ou orienté B2B ou B2B2C sur Elrond. Idem, des produits comme, c'est quoi? C'est X Factory, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, qui vont permettre du coup d'onboarder aussi les brands et évoluer
faire des pivots sur différents métiers, ne serait-ce que le community management. Parce qu'à l'intérieur de cette plateforme, vous allez pouvoir avoir des tiers de NFT, créer des événements, faire en sorte que ces événements soient accessibles à certains tiers de NFT, chiller votre communauté parce que vous avez aussi tout un aspect blog, un peu à la WordPress, et des KPI avec un dashboard derrière. Et tout ça disponible en abonnement SaaS. Donc, je pense que ça va aider les agences web à proposer ce type de produit et s'orienter sur du Web3. Ça va aider à onboarder les brands à rentrer sur le Web3 et à piloter ça avec leur community admin. Et ça va les aider aussi, comme les marques qu'on voit actuellement de luxe, type, je parle beaucoup, hein, mais j'ai une vision. Vas-y, on est là pour ça. Ça marche. Comme les marques de type Louis Vuitton ou autres qui ont déjà adressé des sujets de Web3, mais qui sont à l'étape de POC parce qu'on voit qu'ils font ça sur plusieurs blockchains différentes et ils n'ont pas en fait trouvé la formule magique. Demain, il faut réfléchir, hein, quel sera le layer 1 qui propose le catalogue, le panel de solutions le plus simple pour effectuer une transition digitale d'un business sur le Web3. Aujourd'hui, je pense que la direction qu'a pris Elrond est très bonne, dans le sens où la fusion de TwistPay et de Utrust est excellente en X-Money, parce qu'on a la possibilité d'émettre du stable, parce qu'on a la possibilité de recevoir donc des paiements en crypto qui derrière font que pour la brand ça ne change rien, elle reçoit des fiat et elle peut engager encore plus de communautés et donc de bénéfices, et je pense que c'est inévitable. Quelque part, c'est inévitable. Donc, je sors de mon prisme, hein, je ne suis pas non plus Elrond centrique, j'adore la tech d'Elrond, mais je regarde aussi ce que fait Solana parce que j'adore le concept de proof of history. Mais bon, c'est dommage parce que la blockchain a des vrais soucis de stabilité. Et après, bon, c'est un petit peu obscur tout ce qui se passe sur les financements ou autres. Il y a d'autres blockchains françaises intéressantes aussi comme Massa qui ont une proposition de valeur intéressante. Mais je trouve qu'à date, le plus évolué et la vision la plus concrète avec des équipes capables de la réaliser, c'est Multiversix, clairement. Et on verra donc d'ici 2 ans, je pense qu'ils auront le lead là-dessus et que tous ces autres écosystèmes-là vont se mettre à build aussi leur métaverse interopérable et ils viendront se plugger au plus gros parce qu'il n'y aura pas un métaverse pour les gouverner tous. Par contre, il y aura des passerelles qui partiront d'une baseband et ce sera Multiversix. Eh ben, écoute, merci pour ce retour. Moi aussi, je pense qu'ils ont quand même mis les bonnes têtes aux bons endroits pour développer finalement assez rapidement, si je puis dire, même si ça va prendre des années. Mais en tout cas, ils ont la belle roadmap, ils ont les gars nécessaires, et puis on l'a vu lors du X-Day à Paris. Tout à fait. Donc, à voir comment ça va évoluer. Et de toute façon, il y aura plein d'annonces là d'ici fin d'année et Q1 2023. Donc, tenez-vous au courant. Vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent avec X-Money, avec la carte de crédit, avec X-Portal, la nouvelle application Maillard, avec X-Fabric, X-Spotlight. Enfin, il y a plein. Voilà, il y a toute une suite de produits qui est vraiment en train de faire rouleau compresseur dans les prochaines années, je pense. Tout à fait. Alors, autre chose, moi là, c'est une question que je rajoute un peu, c'est Vas-y, vas-y. on parle pas mal de métaverse là, et c'est vrai que la définition est très floue, et on en est revenu parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines avec lors du X-Day sur le concept du fait que c'est une expérience immersive qui bouscule un peu nos habitudes et sur laquelle on rajoute, on va dire, un layer, donc un socle que Elrond veut que ce soit le socle blockchain Web3 qui permet de proposer des nouvelles expériences qu'on n'a pas l'habitude. Et moi, je me suis dit, effectivement, on a beaucoup parlé de l'apprentissage, de l'éducation qui va être une brique essentielle pour lancer vraiment tous ces métaverses, toutes ces nouvelles expériences. Et moi qui viens un peu d'un monde de la construction où j'ai fait pendant quelques années planificateur dans de la construction, il y a quelque chose qui était toujours très compliqué à visualiser, c'est que moi je viens de l'informatique et je me suis mis à travailler avec des électriciens, des tuyauteurs, des charpentiers. Et en fait, pour visualiser la façon dont un bâtiment doit être construit, il y a plein d'étapes de haut en bas avec tout plein de corps de métier. Et je me suis dit, mais dans un métavers, ce serait super d'avoir une représentation d'un chantier un peu en mode accéléré où tu vois toutes les étapes avec le bâtiment qui se construit. Et ça, c'est pas possible de se rendre compte sur du papier. C'est très compliqué parce que c'est vraiment de la 3D pour le coup. Et en plus, c'est compliqué d'avoir juste un modèle 3D pour un exemple dans une entreprise. Mais par contre, si on transmet ça à travers de l'apprentissage, à travers une expérience assez ludique où tu apprends toutes les étapes de construction, et là je parle juste de la construction, mais ça peut s'appliquer à plein de domaines comme dans l'histoire, j'imagine, revoir les différentes batailles de l'histoire ou ce genre de choses. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va changer la façon dont on va aborder l'apprentissage. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, c'était vraiment l'exemple qui me sortait en tête par rapport à mon expérience passée. J'imagine que toi, tu t'es déjà imaginé un ou deux métaverses d'apprentissage peut-être ou quelque chose comme ça, non?
Ouais, bah, carrément, bah, tu vois, et quand tu parles de ça, ça me fait tout de suite sens à Sensei et au Sensei Temple qu'on a. Et quand je te parlais du pivot métaverse, c'est effectivement des sujets qu'on est en train d'adresser. Demain, est-ce qu'il serait pas très intéressant d'avoir une personne qui est en train de réaliser une session de formation avec une, deux ou trois personnes, parce qu'il faut aussi que ça reste mesurable et qualitatif, et que derrière, il soit immergé dans un métaverse qui soit sur le Multiverse X, sur un domaine bien précis. Alors, ça peut être ne serait-ce que de la compta, ça peut être du développement informatique, ça peut être du BTP aussi, comme tu l'as dit, sur comment monter un mur ou autre, et qu'on ait une expérience qui permette pas à pas de montrer comment ça se passe. En plus de la théorie, d'avoir la pratique et faire en sorte que les personnes qui participent à cette session soient en mesure, elles aussi, de péter le mur et de le répliquer avec la bonne gestuelle, avec les bonnes quantités, avec les bons produits au bon moment. C'est tout à fait des sujets qu'on est en train d'adresser. Donc là, tu me parles très, très fort. Ouais, c'est ça. Là, en temps réel, là, je me dis, bah, en fait, le YouTube où on regarde tous les tutos pour, bricoler ou pour machin, mais en fait, là, ce sera la version supérieure où tu es pas juste en train de regarder une vidéo, tu réalises le truc carrément dans un univers immersif. Bon, OK. Exactement. Fin de la parenthèse, métaverse. Quelles sont tes autres passions dans la vie? À part, la blockchain, Elrond et voilà et les ordinateurs? Alors, le développement, donc, quoi qu'il en soit, le dev et deux autres choses. L'aviation. Je suis un gros AF geek, j'adore ça depuis tout petit, et j'aurais pas été dev, j'aurais été pilote de ligne. Ça, c'est un truc, voilà, je voulais depuis toujours. Et un truc que j'ai arrêté depuis un bon petit moment, mais la musculation. Ouais, ouais, c'est un truc que je faisais très très fort il y a, allez, on va dire 5 6 ans quand même. D'accord, OK. Eh ben écoute, tout ce qui est aviation, il y a un super jeu, je crois, qui permet de, Flight de naviguer un Simulator. peu partout, dans le monde, toi, tu dois connaître? Flight Simulator, je joue à ça depuis 95. Ouais, et ben je crois que j'ai un de mes, quelqu'un de ma famille qui a créé un guide, pour, par exemple, si tu veux naviguer en Écosse, avec tous Ok. les points clés et tout et enfin, voilà, je t'enverrai le lien si tu veux, Ah bah, carrément, juste pour voir, ce que ça donne, ouais. carrément. Bah, écoute, on arrive au bout, de cette interview, fort de ton expérience, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la crypto? Est-ce que tu as un conseil comme ça à donner à quelqu'un? Alors, toujours faire un maximum d'awareness, c'est regarder différentes sources. Si on vous chille un projet, dites-vous que potentiellement il est déjà trop tard. Donc, la première idée que vous devez avoir, c'est do your, quoi qu'il arrive. Bien comprendre la différence entre un wallet non custodial et un exchange. Pourquoi est-ce que je ne dois pas laisser mes fonds dessus et pourquoi je dois vraiment être propriétaire de mes propres fonds? Regardez la communauté d'un projet qu'on vous chille. Regardez la roadmap. Regardez l'équipe. L'équipe, c'est 90% du taf. Si l'équipe n'est pas bonne et qui délivre pas, il y a des petits warns qui commencent à s'activer à droite à gauche. Mais surtout, entourez-vous. Essayez pas de faire des opérations tout seul en vous disant je suis plus intelligent que tout le monde. Regardez un petit peu ce qu'ils disent sur les différentes communautés. Vous avez pas mal d'influenceurs. Alors, je parle du Crypto Game FR. Je ne vous dis pas d'aller voir les Américains qui vous chillent n'importe quel token versus deux BNB qu'ils ont reçus en off. Mais voilà, essayez vraiment de regarder ce qui se dit. Regardez du contenu vidéo. Il commence à y en avoir énormément. Tout contenu qui vous chille un projet juste pour vous le chiller, restez méfiant. Mais regardez des contenus qui analysent les projets, qui les diguent. Même si au final, ça va à contre-courant de ce que vous pensez, pour vous, c'est le prochain BTC. S'ils vous disent, OK, c'est intéressant, par contre, petit warn là-dessus, bah, faites en sorte d'entraîner votre esprit à toujours rester mesuré, raisonnable et ne pas FOMO sur un actif. C'est ça le plus gros conseil que je peux donner à un newbie à l'heure actuelle, avant de vous prendre la tête avec toute la nébuleuse qui est autour. Mmh. Ouais, bah, merci, bah, c'est noté et puis c'est comme ça que vous allez apprendre parce que là, on parle, de façon un peu familière, mais tout ce qui est centralized exchange, les plateformes d'échange, les non custodiales, effectivement, tous les wallets, tout ça, ça vient au fur et à mesure. Si vous êtes nouveau et que vous débarquez, vous vous renseignez, éventuellement, vous vous formez avec des organismes qui sont fiables. Vous écoutez, par exemple, un podcast comme celui-là où vous avez des échanges qui arrivent, où il y a aussi un peu plus de vulgarisation sur certains épisodes et vous allez, c'est une gymnastique qui s'entretient et voilà, ne laissez vraiment pas vos positions sur des plateformes d'échange. Maintenant, il y a plein de choses pour faire du stacking, donc quand même gagner des revenus en ayant les clés privées de ses portefeuilles. Tout à Donc c'est fait. vraiment le bon conseil de Tikapo tout à l'heure. Et puis voilà, n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, ça c'est aussi une règle de base. Voilà, tout ça, tous ces petites choses, toutes ces règles de base, il faut vraiment bien les intégrer avant de se lancer. Et Mhm. puis, bah, merci Tikapo, merci de ton temps. J'ai hâte de voir ce que va donner SKV Agency et Sensei Ecosystem. Je vais te suivre de très près. Pas Et de puis souci. peut-être qu'on aura l'occasion de refaire un épisode
épisode dans quelques mois, dans un an, quand tout ça sera lancé, pour vraiment que tu nous présentes ça un peu plus en détail. Merci à toi, je te souhaite le meilleur pour la suite, bonne continuation. Salut Ticapo. Beaucoup, merci à toi pour le temps et pour l'invitation. Et puis on aura l'occasion de refaire ça avec un petit point avancement soon. Eh ben super, merci beaucoup, salut.